Au départ, les parents sont très occupés. Bon, ça y est, ils veulent pas de moi. Mais c'est jamais ce que l'autre fait qui active la blessure de rejet. C'est toujours nous autres mêmes qui agissons puis réagissons de cette façon-là parce qu'on se rejette au départ. On perçoit que les autres nous rejettent au même degré qu'on se rejette. Bonjour, dans ce numéro exceptionnel de Dialogue, je rencontre Lise Bourbeau. C'est vraiment extraordinaire, Lise Bourbeau. C'est vraiment un auteur tout à fait singulier, qui a un ton, une écriture, une approche qui ne ressemble à personne d'autre. Non seulement parce qu'elle est québécoise avec son accent, son approche, sa manière son humour tout à fait singulier, mais son propos qui est vraiment manifesté dans les 5 blessures qui empêchent d'être soi, a changé la vie de centaines de milliers de personnes. Dans la première partie de notre rencontre, vous allez découvrir ou redécouvrir les 5 blessures. Bonjour Lise, je suis vraiment très content de pouvoir partager ce moment avec toi. Ton livre, Les 5 blessures qu'empêchent d'être soi, c'est le livre qui a eu le plus d'impact, le plus de succès, d'un auteur francophone. C'est très impressionnant comment il aide la vie de centaines de milliers de personnes. Mm-hmm. Peut-être on pourrait commencer, avant d'explorer peut-être un peu comment tu en es arrivé là, quelles sont ces 5 blessures et pourquoi c'est tellement précieux, aidant, éclairant dans nos vies de les comprendre. Mm-hmm. Alors, les 5 blessures, c'est le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. Alors, ça veut dire que quelle que soit l'émotion ou le problème ou la douleur qu'on vit dans nos relations ou avec soi-même, on peut toujours le relier à une de ces blessures-là. Et c'est vraiment des blessures de base. Et ce que j'aime de cette synthèse-là, surtout, moi, c'est ça aide à placer les choses. Comme moi, quand j'ai entendu parler de ça pour la première fois, c'était avec John Pierrakos qui en a parlé. C'est un Américain qui est maintenant décédé. Et j'avais fait une petite formation avec lui. Alors, comme moi, avec ma tête à synthèse, chaque fois que j'apprends quelque chose dans un livre ou dans un atelier, je suis toujours portée à prendre ça, puis je mets ça avec ça, puis avec ça, puis avec ça, puis je fais un nouveau produit. Ça, j'ai appris que c'était un talent de faire des associations comme ça, puis des synthèses. Et alors là, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai entendu, mais je l'ai transformé quand même. C'est pas tout à fait ce que j'ai reçu, mais j'ai pris la base et j'ai vraiment aimé, puis je me suis dit, ça va aider les gens encore à comprendre, surtout au niveau des relations, parce que j'étais divorcée avec mon premier mari quand j'ai entendu ça pour la première fois. Puis là, je disais, oh mon Dieu, je comprends pourquoi il réagissait tant à des choses que je trouvais stupides. Parce que je disais, t'es qu'un grand bébé, pourquoi tu réagis comme ça n'a pas de sens, là. Mais c'est parce qu'il, lui, vivait une autre blessure que moi, je ne comprenais pas, parce que dans cette circonstance-là, moi, cette blessure-là, disons, d'abandon ou de trahison, elle n'était pas touchée. Alors, ça aide beaucoup, beaucoup non seulement à se comprendre nous-mêmes, mais à comprendre les autres, puis à avoir plus de compassion, parce qu'on se dit, il n'est pas en train de dire qu'il ne m'aime pas. C'est juste parce qu'il souffre. Il dit des choses comme ça ou s'il fait des choses comme ça, c'est juste un souffrant. Donc, moi, ça a été un coup de cœur. Hein, puis, j'ai pris, par contre, peut-être 2 ans à tester ça avec mes employés, ma famille, puis tu sais, à observer. Puis là, finalement, je me suis sentie dans ma certitude là, pour pouvoir enseigner tout ce que j'avais découvert. Si on essaye vraiment de résumer, au fond, nous avons plein de souffrances et de blocages dans nos vies. Comprendre que ça vient d'une blessure qu'on a eue très tôt dans notre vie permet enfin de comprendre ce qu'autrement on a du mal à comprendre. Et donc aussi C'est bien ça. pour nous que pour les autres. Donc c'est Mm. enfin éclairant. Est-ce qu'on pourrait donc un peu les détailler? Bien, la blessure de rejet, C'est la première. oui, c'est la plus importante parce que je les donne maintenant par ordre chronologique, c'est-à-dire à mesure qu'elles sont éveillées.
Donc, la blessure de rejet a été éveillée, la première, même à l'état fœtal. Et déjà, le bébé, là, il se sent rejeté. Tu sais, parce que le rejet, c'est comme toutes les blessures, c'est pas ce que l'autre fait, c'est nous autres, notre interprétation. On dit, ah, ça y est, si la maman a dit, ah, je sais pas que j'ai pensé de devenir enceinte, ça y est, elle ne veut pas. Tu sais, le bébé, déjà, il commence à se sentir rejeté. Elle fait juste parler d'elle, là, elle trouve ça difficile de porter un bébé. Elle dit pas qu'elle rejette son bébé, tu sais, fait que c'est comme ça toute notre vie. Hein. Fait que c'est la blessure de rejet aussi est activée par le parent du même sexe. Donc, si c'est là, par exemple, c'est une petite fille, elle vivrait du rejet. Puis là, si son papa, lui, ne veut pas avoir d'enfant, puis même il quitte, là, il quitte sa maman qui est enceinte parce qu'il n'a pas, lui, pas envie de fonder de famille, elle va vivre l'abandon. Elle ne vivra pas du rejet. Fait que la blessure d'abandon est activée par le sexe opposé. Alors, Donc le sens de rejet, c'est très originairement, on sent que on est rejeté oui, et que le parent nous dit au fond, on croit que le parent nous dit qu'il ne veut pas de nous. c'est ça. Mais pourquoi ça fait si mal? C'est parce que la blessure de rejet touche notre être. C'est pas ce qu'on fait, c'est ce que nous sommes. On pense qu'on n'est rien. Je vaux rien, tu sais, je suis rien. Ils vont souvent dire ça quand on a de la blessure de rejet. C'est ça, je suis nul. C'est ça, je suis rien. C'est comme tu me traites comme si j'étais un meuble là, dans la maison. Ça, c'est le rejet. Et donc les gens qui se sentent souvent ont le sentiment de ne pas compter, C'est ça. de ne pas avoir de place, C'est de ça. ne pas être... Ça vient souvent de C'est la la blessure blessure de de rejet. rejet qui est réactivée, et Oui. ils sentent la blessure de rejet sans Oui. forcément, sans en général, Oui. s'en rendre compte, Mm. qui fait qu'ils essaient de trouver une solution Oui. à leur problème. Ça ne marche pas parce que leur vrai problème n'est Ben pas non. là où ils croyaient. Oui, puis tu vois, ces gens-là, ils vont penser que c'est parce que l'autre ne s'occupe pas assez d'eux. Au départ, les parents sont très occupés. Bon, ça y est, ils ne veulent pas de moi. Mais c'est jamais ce que l'autre fait qui active la blessure de rejet. C'est toujours nous autres mêmes qui agissons, puis réagissons de cette façon-là parce qu'on se rejette au départ. Parce que les autres, on perçoit que les autres nous rejettent au même degré qu'on se rejette. Fait que si je vis du rejet avec plein de monde dans ma vie, c'est parce que c'est moi qui me rejette beaucoup, beaucoup. Alors, la blessure est plus grosse. C'est pour ça qu'il y a des degrés, hein, parce qu'on a tous la blessure de rejet, mais à des degrés différents. Peut-être il faut expliquer, pour qu'on comprenne bien ce que tu dis, le grand principe du miroir. C'est-à-dire quand je me sens rejeté, quand je crois que c'est l'autre qui me rejette, c'est moi-même qui me sens rejeté. Et là, il y a toujours une forme de miroir C'est que ça. tu montres à jour. Est-ce qu'on peut peut-être expliquer ça parce que c'est très surprenant? Oui, ben c'est ça. C'est que faut toujours se souvenir l'être humain est toujours en train de créer sa propre vie. Que tout ce que je vis dans ma vie part toujours de l'intérieur de moi. Donc, si quelqu'un me fait du mal, je crois qu'ils me font du mal, ou il y en a qui vont vraiment me faire du mal. Là. Il y en a qui peuvent m'attaquer ou me voler, ou enfin. Et puis, mais tout ce que les autres me font, c'est moi qui ai parti ça au départ. Fait que c'est parce que moi, je l'ai déjà fait à quelqu'un d'autre, j'ai déjà peut-être pas fait le même geste, mais c'est pour ça qu'il faut toujours regarder. Moi, je ne travaille qu'avec le être dans mes ateliers. Fait que tu te sens comment, puis tu juges l'autre d'être quoi là, quand il t'a fait ça. Là, ben, je le juge d'être irrespectueux, je le juge d'être injuste. Bon. Alors ça, c'est parce que toi, tu es injuste envers toi-même, puis tu es injuste envers d'autres personnes. C'est pour ça que tu t'attires tout le temps des gens qui vont être comme ça avec toi pour que tu arrives à te regarder, puis à reconnaître que toi aussi, tu es une personne humaine, puis toi aussi, tu es comme ça des fois, tu sais. Parce que je pense que le plus gros problème, c'est que les gens, ils ne savent pas pourquoi ils sont sur la planète Terre. On a tous la même raison d'être. On est tous ici pour vivre l'expérience d'être humain. C'est notre âme, elle revient, là, elle prend un corps pour vivre l'expérience d'être humain dans l'acceptation. De se donner le droit d'avoir des hauts, des bas, des talents, des qualités, des faiblesses, des forces. On est tous ici pour se donner le droit. Jusqu'à ce qu'on arrive à se donner le droit complètement, on est obligé de revenir sans arrêt, malheureusement. Mais c'est comme ça. Fait que c'est pour ça qu'il faut que les autres soient là pour... c'est tellement parfait,
la, la création divine, là, que les autres sont toujours là pour être notre reflet, notre miroir, pour nous montrer les choses qu'on n'accepte pas encore de nous. Que quand moi je suis injuste, quand moi je suis irrespectueuse, je ne m'aime pas là-dedans. Mais l'ego prend le dessus puis il dit non, non, toi tu es correct, c'est l'autre qui n'est pas correct. Fait que c'est pour ça qu'on ne se voit pas. Puis à un moment donné, là, à la longue, parce que ne pas se voir, ça veut dire qu'on fait du déni. Puis pourquoi on fait du déni? Parce que ça fait trop mal. Ça fait trop mal parce qu'on se rejette. Et donc, quand on apaise, par exemple, la blessure de rejet, et ben, du coup, notre relation avec les autres, notre relation dans notre vie se transforme. C'est ça Ah, le principe. moi, je suis témoin de miracles. Là. Tu sais, ça fait 39 ans que j'enseigne, puis ça, j'ai entendu des histoires de réconciliation tellement extraordinaires, des familles entières. Là, tu sais, c'est juste parce qu'il y a une personne qui a commencé à faire la paix avec les différentes personnes, puis ça fait des ricochets, et c'est merveilleux. Alors, la blessure d'abandon, Bon, la blessure d'abandon, c'est la deuxième. Hein. le rejet, c'est la réaction, c'est je suis rien. C'est pour ça que les autres me rejettent. Tandis que l'abandon, ça, c'est la peur de manquer d'attention du sexe opposé. C'est des personnes qui sont dépendantes d'avoir, pour pouvoir s'aimer, ils ont besoin de se sentir aimés de quelqu'un d'autre. Fait que tu vois, toutes les autres blessures, je me suis rendu compte, ça, je ne sais même pas si je l'ai écrit dans mes livres parce que j'apprends des choses nouvelles à chaque année. Toutes les autres blessures, parce que l'abandon arrive après le rejet, c'est toujours pour cacher la douleur du rejet, pour ne pas sentir le rejet. Fait que l'abandon, c'est fait dire, bon, ben là, je me rejette beaucoup, mais si mon papa, moi je suis une petite fille, si mon papa me donne de l'attention, ça va me faire moins mal me sentir rejetée par maman. Tu sais? On essaye de combler avec les autres blessures. Alors, si le papa, s'il ne fait rien, comme par exemple, maman punit la petite fille, puis papa il dit rien. Bon, ben, ta mère a assez ce qu'elle fait, bon, c'est elle qui s'occupe de toi. Puis elle aurait voulu que son papa prenne pour elle. Ah, ben là, c'est le gros abandon, tu sais, elle se sent vraiment abandonnée par son papa dans cette situation-là. Fait que c'est toujours la recherche de l'amour du sexe opposé, l'abandon. La troisième, L'humiliation. Ben, celle-là, je vais la faire en dernier, parce qu'elle est à part, celle-là. Parce que tout le monde ne l'a pas, c'est la seule que tout le monde n'a pas. C'est la seule que tout le monde n'a pas. C'est ça. On a tous les 4 autres. Alors, dans le rejet, vers l'âge d'à peu près de 5-6 ans, là, ou ça peut être plus jeune, maintenant c'est plus jeune avec les enfants nouveaux, là, on développe la blessure d'injustice. Alors, la blessure d'injustice, ça veut dire c'est encore plus fort pour cacher le rejet. Parce que le rejet et l'abandon, c'est des blessures qui sont plus passives. Tu sais, ça se passe tout à l'intérieur de nous. Le rejet, il ne se mettra pas à crier puis à faire des colères. Il se cache, hein? Il se replie sur lui-même, il ne dit pas un mot, il ne fait pas de vagues, puis l'abandon, ça va pleurer dans sa chambre, puis là, ou bien va être soumise, va essayer de faire des choses pour faire plaisir à celui qui l'abandonne. Tu dis à un moment très justement, tu dis à un moment, je trouve que c'est très éclairant, que dans la blessure du rejet, on sent que c'est comme le parent qui dirait je ne veux pas que tu sois, et dans l'abandon, je ne peux pas accepter je ne peux pas m'occuper de toi. Quand on développe la blessure d'injustice, ça, elle est reliée directement avec la blessure de rejet, c'est avec le même sexe. C'est quand l'enfant commence à riposter, puis avec des colères, puis taper du pied, puis non, je veux pas, puis... Je trouve c'est injuste que je sois rejeté, c'est ça. Oui. Je trouve que c'est injuste que je sois rejeté, donc c'est plus... j'essaye de résister, de m'opposer à la blessure d'avoir été rejeté. Oui, parce que là, on crie à l'injustice, mais en réalité, c'est le petit enfant qui se sent rejeté en dedans, qui pleure, tu sais. Puis alors, plus la personne a un comportement réactif important dans la blessure d'injustice, plus ça veut dire que sa blessure de rejet est importante. Hein. Et alors, comment ça se manifeste, la blessure d'injustice? Ah, bien, la blessure d'injustice, ça se manifeste de deux façons. Il y a des gens qui sont plus
euh, on appelle ça le rigide rebelle, là, tu sais, qui est rebelle puis qui va faire le contraire de ce que le parent il demande et puis qui va vraiment être en rébellion tout le temps. Puis l'autre, le rigide parce que je dis un rigide parce que je donne des noms à, à la personnalité que la personne prend quand elle est blessée, là. Elle agit d'une façon comme ça, tu sais, comme le, j'ai pas parlé du rejet. Lui, c'est le fuyant, parce qu'il va fuir, hein. Il part dans l'une, il fuit, il va se cacher, il ne parle pas. Le dépendant, c'est la blessure d'abandon, c'est le dépendant. Et alors, quand ça arrive dans l'injustice, là, il devient rigide, hein. Il est sec, puis ça paraît des fois. Il y en a qui sont des rigides conformes, ils ne parlent pas, le ton ne change jamais, ils ne feront pas de colère. Mais tu sais, les yeux, là, c'est comme des pistolets, puis le mâchoire serré, puis tu peux le voir dans son visage, là, puis son corps qui vient tout rigide, que la personne vit beaucoup de colère à l'intérieur. Fait que ça, c'est encore plus endommageable. La personne qui ose crier puis s'exprimer, au moins à faire sortir des choses. Ça, c'est de l'injustice. Et après, la quatrième, c'est la trahison. La trahison, ben ça, c'est la blessure qui va avec l'abandon. Fait que c'est la même chose. Quand la petite fille ou le petit garçon, là, vers 4, 5, 6 ans, commence à faire des petites crises avec le parent du sexe opposé, bien ça veut dire que sa blessure est sans trahi, là, parce que, puis il ne pourra pas, il n'endurera pas qu'un parent va lui mentir ou s'il fait des promesses, il ne garde pas ses promesses, ça vient le chercher, il va vraiment... Donc c'est la même logique. Il y a d'abord l'abandon, Mm. et quand il y a une sorte de réaction pour s'opposer au fait qu'on est abandonné, Ouais, on se sent trahi, et ouais, la trahison commence à c'est ça. être à l'origine Ouais. de beaucoup de nos manifestations dans notre vie. Oui, c'est intéressant de voir comment, tu sais, à un moment donné, il y a des personnes qui sont plus capables de retenir la douleur qu'ils ont, fait que en l'exprimant d'une façon violente, et bien des fois, au moins ils sortent quelque chose, mais c'est pas mieux parce qu'ils se créent des conflits aussi. S'ils ne règlent rien, tu sais, c'est pas en criant que les choses vont se régler, hein. Et comment ça se manifeste, la blessure de trahison dans notre vie, quand on est marqué par cette blessure? Ben, la personne veut tout contrôler. C'est pour ça que je l'appelle le contrôlant. Veut contrôler le sexe opposé. Comme moi, c'était la raison de mon premier divorce, de divorce de mon premier mari. Je n'ai juste eu un divorce. Parce que moi, c'était rigide, la blessure d'injustice et le contrôlant, qui étaient mes deux blessures principales. Tu sais, Donc tu étais très contrôlant, toi, c'était vraiment moi, là. j'étais très contrôlante. Ben, c'est ce qui Parce que tu sentais la trahison, tu sentais que tu étais Ah, trahi. ben oui, parce que moi, c'est tout le temps. Tu vois, l'abandon et la trahison, c'est toujours la connotation amour sexuel. Le rejet puis l'injustice, c'est plus au niveau du faire. Tout faire à la perfection, puis être parfait dans tout, tu sais. Puis, alors, c'est pour ça que avec mon Dave, mon premier mari, c'était tout le temps. Je comprends pas, tu me dis à journée longue combien tu m'aimes, là, puis tu le sais que si tu nettoyais le garage ou si tu faisais le gazon ou si tu ramassais tes vêtements, tu me ferais tellement plaisir. Pourquoi tu ne le fais pas? Tu sais, je ne peux pas comprendre. Il dit qu'il m'aime pas. Il faut toujours avoir des preuves d'amour. Fait que si on cherche des preuves d'amour, c'est parce qu'on ne s'aime pas. Fait que tu vois, ça cache aussi la blessure de rejet. Parce que tout ce qu'on vit avec le sexe opposé, là, ça fait aussi vivre le rejet et l'injustice. On vit les 4 blessures quand on vit quelque chose avec le sexe opposé. Alors, chacune des blessures conduisent notre vie, orientent notre vie sans qu'on s'en rende compte. Et c'est tout l'enjeu de ton livre, c'est de nous aider à nous en rendre compte pour voir quel est notre vrai problème. Et, comme tu l'as un peu dit, il y a à chaque fois une sorte de masque. Ouais. Et donc, on ne sent pas la trahison, mais on est contrôlant parce qu'on ne sent pas la blessure de trahison. Oui, parce qu'on ne veut pas le voir. C'est notre ego là, qui prend le dessus. Chaque fois qu'on réagit à quelque chose plutôt que d'accepter que les choses se passent comme ça dans le moment, c'est parce que l'ego vient prendre le dessus. C'est comme si on se laisse envahir par une autre personnalité. Hein? Donc, reprenons. Donc, on a dit, la première blessure, c'est le rejet, et on devient le fuyant. Pourquoi le fait d'être rejeté fait de nous, fait qu'on soit fuyant? Ben, c'est parce que
la blessure de rejet fait tellement mal que on veut pas, c'est la blessure qu'on ne veut absolument pas sentir. Donc, en fuyant, dans fuyant tu sais, visiblement, là, je prends la porte puis je m'en vais quand ça marche pas, ou je fuis en pensant à des affaires, tu sais, on part dans la lune, ça c'est de la fuite, on fuit dans le travail, on fuit dans l'alcool, la drogue, toutes les addictions, les dépendances, c'est toujours des formes de fuite, hein. Par rapport à la blessure de rejet. Toujours la blessure de rejet. Toutes les dépendances, la blessure de rejet. Parce que c'est une fuite pour... Pour ne pas pour ne pas rencontrer le sentiment de rejet. C'est ça. Et on a l'impression que si on va Ouais. le sentir, ça va être trop dur. Oui. Puis même si une personne, elle va se saouler là, parce qu'elle vient d'avoir une grosse dispute ou bien son conjoint vient de partir, elle va peut-être penser qu'elle se saoule parce qu'elle vient de vivre une trahison, là, l'autre est partie. Mais non, pour se saouler, là, c'est parce qu'elle veut s'endormir, elle veut plus tolérer sa douleur. Puis cette douleur-là, c'est la douleur du rejet. Parce que ça, c'est en dedans, au plus profond derrière la trahison, c'est pour ça, il ne m'aime plus, là, il choisit quelqu'un d'autre à ma place, c'est parce que je suis rien. Tu vois. Alors, la blessure d'abandon, elle, disons son masque, c'est la dépendance. Oui. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi? La personne qui veut pas, qui a absolument besoin d'attention du sexe opposé, va tout faire, va endurer même de se faire battre, de se faire amoindrir par l'autre, va endurer plein de choses pour ne pas qu'on le laisse. Ils ont beaucoup de difficultés à vivre seuls sans... Parce que la peur profonde de celui qui a la blessure d'abandon, c'est la peur de se retrouver seul. Et donc, plutôt que de se sentir seul, il accepte d'être maltraité. Il préfère être dépendant à tout prix plutôt que de... C'est parce qu'il ne sait pas comment s'aimer, parce qu'il se rejette tellement qu'il se dit, bien, s'il y a une autre personne qui est à mes côtés puis qui m'aime assez pour rester avec moi, bien, comme ça, je ne dois pas être si pire que ça. Tu vois, c'est toujours pour essayer de ne pas sentir la blessure de rejet. C'est vraiment... c'est intéressant de voir toutes les pirouettes qu'on peut faire hein, pour essayer de ne pas souffrir. Alors que si je faisais juste me donner le droit d'être comme ça, puis donner le droit aux autres d'être comme ça, je souffrirais beaucoup moins. Puis ça, c'est très difficile à expliquer ça parce que c'est une donnée spirituelle, l'acceptation, aller avec les choses, se donner le droit d'être des humains avec des faiblesses, avec des manques. Parce que mentalement, on ne peut pas comprendre ça, parce que si je dis, oui, mais si je me donne le droit d'être arrogante, je vais être arrogante toute ma vie, ça, c'est une réaction mentale normale. Puis l'ego, bien, il embarque là-dedans. Là. L'ego est fait avec du mental. Puis, mais c'est pas vrai, parce qu'au plan spirituel, c'est plus tu te donnes le droit d'être quelque chose que tu ne veux pas être, plus tu deviens ce que tu veux être. Mais ça, il faut le vivre. Tout ce que j'enseigne au niveau spirituel, il faut le vivre pour savoir que ça marche. L'injustice, le masque, c'est je deviens rigide. Le rigide, oui. Oui. Est-ce que tu peux expliquer le lien entre pourquoi l'injustice se manifeste comme rigide? Oui. Bien, quand notre partie rigide, elle veut tout bien faire. C'est pour ça que les gens qui sont obsédés, là, il faut que tout soit fait à la perfection. Ils disent, bien, si j'agis parfaitement, si je m'habille parfaitement, si je parle parfaitement, bien, je vais peut-être être quelqu'un de bien, puis ils vont m'aimer plus, tu sais. Et quel rapport avec le fait de sentir que c'est injuste? Bien, parce que c'est impossible qu'une personne peut tout faire parfaitement. Tu sais, moi, on peut dire à la fin, toute fin, « Ah, notre entrevue était parfaite. Ah, c'est bon, hein, c'est parfait. » Tout à coup, quelqu'un la regarde et dit, « Bien, là, tu aurais dû faire ci, tu n'aurais pas dû faire ça, tu n'aurais pas dû dire ça. » C'est jamais parfait parce qu'on a tous une idée personnelle de la perfection au niveau physique, au niveau du faire. C'est impossible d'être parfait dans le faire. La seule chose qui est parfaite, c'est la création divine qui est parfaite, l'être qui est parfait. Alors après, on a dit qu'on gardait la dernière blessure. Oui, l'humiliation. Alors l'humiliation, elle ne touche pas nos relations. L'humiliation, c'est notre relation avec Dieu.
avec, bon, nous autres, on l'appelle Dieu, mais que ce soit n'importe quelle religion ou n'importe où, c'est avec cette présence divine, une présence supérieure. C'est comme si on est indigne. Il faut être des bonnes personnes, parce que c'est comme si, tu sais, je n'ai pas déjà entendu dire ça, toi, l'œil de Dieu qui nous surveille, là, tu sais. C'est comme s'il y avait toujours l'œil de Dieu qui est en là, qui les regarde, puis qui sont, qui les affectent. Et puis eux autres, ces personnes-là, la blessure d'humiliation, c'est chez des gens qui sont venus dans cette vie-ci pour se donner le droit d'être sensuels, d'aimer la sensualité. Fait que là, pour eux autres, c'est parce qu'ils ont des antécédents religieux très importants, c'est dans d'autres vies. Fait que là, c'est pas correct d'aimer faire l'amour, c'est pas correct d'être gourmand, puis tout. Tu expliques très bien que souvent, quand on communique à partir d'une blessure, notre demande n'est pas audible pour l'autre. Voilà, je trouve que ce que tu as fait, c'est pas juste, tu n'aurais pas dû faire ça. Tu donnes l'exemple dans ton livre d'une femme qui attend son mari, qui travaille, qui vient jamais, on ne sait jamais quand il rentre à la maison. Je trouve ça intéressant parce que tu montres comment elle communique à partir de sa blessure C'est ça. et pourquoi le mari n'entend pas et qu'est-ce que serait une communication normale qui fait qu'il pourrait entendre. Est-ce que tu pourrais, peut-être pour que ça rende concret, qu'on voit n'importe quel exemple, comment Oui. quand on parle à partir d'une blessure et quand on parle non plus à partir d'une blessure? Ben, c'est tant et aussi longtemps qu'on accuse les autres, c'est comme ça qu'on ne se comprend pas. Tandis que moi, si je dis, ben là, de chez lui, là, vraiment, je me sens mal parce que moi, avec ma blessure d'abandon, là, le fait que tu m'appelles pas, puis tu arrives en retard, tu s'occupes pas de moi, là, je suis en train de penser là, que tu m'aimes pas. Là. Je sais, ça m'appartient. Ben, ça dit des choses comme ça va dire, ben voyons, chérie. Puis il va se mettre à rire parce qu'elle prend sa responsabilité. Tu sais, elle sait que ça vient d'elle, sa réaction. Puis, fait que lui, fait que c'est pour ça qu'au départ, elle ne sait pas comment faire ça. Fait que là, au départ, là, ça va peut-être créer une dispute entre les deux parce qu'elle l'accuse, puis lui, il dit j'ai essayé de te rejoindre, tu n'as pas répondu, puis ben oui, mais je vivais dans une urgence. Bon, enfin, puis là, les deux ne s'entendent pas. Mais c'est à force de vivre ces choses-là qu'on doit s'arrêter puis dire ben ça ne marche pas cette façon-là, on ne s'entend pas. Quand je lui reproche des choses, ça empire la situation. Quoi d'autre je pourrais faire pour améliorer? C'est ça qu'on doit faire. C'est la responsabilité de chaque personne. Donc les 5 blessures, au fond, comprendre les 5 blessures, c'est aussi apprendre à pouvoir communiquer envers l'autre en arrêtant de lui faire des reproches qui ne font que mettre de l'huile sur le feu pour entrer dans une communication plus sincère. C'est pour ça que moi je dis que si j'avais su ça avec mon premier mari, c'est sûr qu'on n'y aurait jamais eu de divorce parce que j'aurais su quoi dire, parce que je l'ai vécu avec l'autre 35 ans avec le deuxième, puis c'est que du bonbon, que du bonheur, parce que puis lui, il connaissait rien de ça, là, mon mari Jacques, tu l'as connu, Jacques. Lui, il était pas, il trouvait ça merveilleux ce que je faisais, puis il m'accompagnait dans mes ateliers, mais c'était pas l'homme qui faisait beaucoup d'introspection, mais moi, ça fait juste à parler de moi, ce que je vivais, puis tout ça, puis il sentait que j'étais dans mon cœur, il sentait que je l'accusais pas, tu sais, fait que ça marchait tout le temps bien, même si lui, il a fait son travail sur lui à sa façon, tu sais, parce que c'est même pas ma responsabilité pour mon mari, si lui veut faire du travail sur lui ou non. Parce qu'on est tous ici, chacun pour nous. Donc on peut dire aussi que les 5 blessures, c'est apprendre à parler à partir de son cœur et non plus parler à partir de sortes de représentations mentales qui nous enferment. Oui, parce qu'on a, dans les ateliers qu'on fait, on en a justement des ateliers pour ça, comment communiquer avec une personne quand on est dans telle blessure, puis comment communiquer avec une personne quand elle est dans sa blessure de rejet ou quand l'autre personne est dans une telle blessure. Comment nous revenir avec ça, parce que ça ne veut pas dire que parce qu'il y a la vie de la trahison, moi j'en vis aussi, hein, puis fait que c'est vrai que quand on apprend à communiquer, c'est le secret d'une belle relation, hein. Je voulais, pour clore cette partie de l'entretien, revenir un peu sur ton parcours, sur l'extraordinaire
vie de Lise Bourbeau, si jamais tu peux dire un peu ton parcours et comment tu en es arrivé voilà, à publier ces livres, faire ces ateliers et inventer une toute autre manière de parler Ben, de- parcours depuis ton corps ou bah, peut-être même depuis ton enfance, je trouve que ce serait intéressant, on parce a que combien de temps? disons au moins quelques grands. Je trouve ça intéressant t'es né dans une famille où vous étiez Oui, 11 11 enfants. enfants, 11 donc enfants, c'est oui. Ben, j'ai toujours été un peu spéciale. Là. J'étais pas comme mes sœurs. Je suis la quatrième sur les 11 enfants. On est 9 filles de suite, la quatrième fille. Et puis ils disent bien, hein, il y a eu une étude de caractère qui a été faite là-dessus, que tu sais, la quatrième, c'est comme une aînée. Tu sais, il y a l'aîné, le milieu, puis le plus jeune. Après ça, l'aîné, le milieu, le plus jeune. Tu sais, fait que moi, j'avais un tempérament d'aîné, là, de chef. Là, et puis, déjà jeune, tu sais, maman n'avait pas d'argent, elle n'avait pas d'argent pour payer les études de personne. Donc, moi, je me suis arrangée pour travailler tout en faisant des études. Puis, j'ai fait au moins mon cours de secrétaire. J'aurais voulu faire des études ce que je voulais faire, c'était technicienne en laboratoire, qui était un nouveau métier pour les femmes. Il n'y avait pas beaucoup de métiers pour les femmes dans ça. Là. Tu ne travaillais pas comme dans une usine ou un restaurant, mais il y avait quoi? Infirmière, institutrice ou secrétaire. Hein, c'est tout ce qu'il y avait. Et puis, alors, tous les autres métiers, je ne pouvais pas les faire parce que on n'enseignait pas ces métiers-là dans le petit village où j'étais, mais il y avait le cours de secrétaire. Et puis, alors, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler. Puis après ça n'a pas été long que je suis déménagée à Montréal. J'ai réussi à avoir maman qui m'a permis de déménager dans la grande ville. J'étais contente. Et fait que, vous voyez, j'ai été la première à partir de la maison aussi. J'étais toujours assez battante et puis fonceuse. Puis ça va, j'ai toujours su faire mes demandes parce que quand j'avais quelque chose en tête, je disais, c'est ça que je veux, puis je vais l'avoir. J'ai réussi à l'avoir. Et puis, fait que c'est comme ça. Puis j'avais l'âge, j'avais peut-être 25 ans, j'étais mariée, j'avais déjà 2 enfants. Puis quand j'ai entendu parler pour la première fois de la réincarnation, puis j'ai été tu sais, puis j'ai commencé à travailler dans le domaine de la vente. Puis là, il nous disait de lire des livres de pensée positive. Et puis, Joseph Murphy, qui était mon premier livre. Ah, on se fait longtemps, là. Hein? Et tu étais vendeuse, et tu étais une vendeuse exceptionnelle. Ben, la fin, Exceptionnelle, ça ben c'était. oui, au bout de C'était pour Tupperware, un c'est an, ça? oui, Tupperware, Et tu étais une des oui, vendeuses les le plus. numéro 1 du Canada des États-Unis. J'ai développé une grosse équipe, puis on battait tout le monde. Je disais, bon Dieu, mais que font les autres? Il me semble que je fais juste faire mon travail. Tu sais, moi, mon plaisir personnel, c'était de battre mon propre record. Fait en me battant toujours à chaque mois, toutes les ventes personnelles et les ventes de mon équipe, ben là, je dépassais tout le monde, puis j'étais même surprise. C'était pas mon but de devenir numéro 1, mais ça s'est fait tout seul. Donc tu avais lu La pensée positive, Murphy, tout ça, et t'étais un peu. Il y a un truc qui t'allait pas. Il y a quelque chose que tu Non, parce sentais. que la pensée positive, c'était du contrôle que je faisais. Parce que j'étais bonne, hein, je te disais, je me guérissais avec la pensée positive. Mais, puis, je réussissais, si j'avais eu une dispute avec mon mari, puis là, il fallait que j'aille faire une présentation à domicile là, de Tupperware. Euh, là, je me conditionnais dans l'auto, je suis calme. Je suis calme, je faisais de bonne respiration. Tu sais, je me conditionnais pour être positive, pour être de bonne humeur. Là, toute la soirée, c'était bon, mais je revenais le soir après chez moi. Aussitôt que je voyais mon mari, je voulais sauter dessus. Encore, tu vois, je n'avais pas rien réglé. Fait que la pensée positive, pour moi, c'est bon, la pensée positive, mais c'est ponctuel. C'est juste, tu sais, comme quand je vais chez le dentiste, pendant qu'il me joue dans la bouche, là, je peux commencer à imaginer que je suis sur le bord de la mer avec la belle température. Là, c'est de la pensée positive. Je me programme pour ne pas sentir ce qu'il fait. Et puis, ben, ça ne règle pas des problèmes, la pensée positive. Pour moi, c'est mettre le couvercle dessus, bien souvent. Qu'au bout de. Quand j'ai vu que mon mari, je n'arrivais pas à le changer, je trouvais qu'il était un mauvais exemple pour ses fils. Il y avait tous les défauts, hein?
Aujourd'hui, je pense Donc, que c'est... donc tu voyais que ça ne Oui, résolvait pas, et donc tu es parti en quête de quelque chose qui aiderait en profondeur c'est les êtres ça. humains Oui, à guérir oui, de ces malentendus et de ces c'est souffrances, ça. de ces angoisses, de ces Oui, peurs. Et c'est comme ça oui. que tu Ça, as c'est peu à peu découvert oui. les 5 blessures. C'est une fois divorcée, je me suis retrouvée seule, que là, tout à coup, l'univers, tu vois, fait bien les choses. Une amie m'invite à aller faire un atelier, à quelque part, une conférence. Là, puis là, whoop, ça t'as plus les mêmes affaires, c'est pas juste la pensée positive. Parlait de responsabilité. Ah là, j'ai éclaté. J'ai trouvé ma voie. Là, c'est ça que j'aimais beaucoup, beaucoup. Puis là, je dévorais tous les livres, je faisais plein d'ateliers, des formations partout. Ça, j'étais vraiment très emballée. Puis pendant ce temps-là, ben, je travaillais dans le domaine de la vente. Et puis, mais tout à coup, un jour, ce qui m'a vraiment, là, le point tournant dans ma vie, c'est que j'ai pris du poids, puis au point qu'il fallait que j'achète tous des nouveaux vêtements. Fait que je décide de me mettre au régime. Puis j'aimais pas ça, donc j'ai commencé à écrire ce que je mangeais, ce que je buvais. Puis en écrivant ça, puis en regardant le bilan à la fin de la semaine, tous les jours, là, comment je mangeais par habitude, parce que je mangeais pour perdre mon poulet, je mangeais, bon, parce qu'on était supposé de manger 3 fois par jour, puis euh, là, j'ai vu comment je travaillais, que j'étais toujours dans mes habitudes, puis le bien, le mal, le correct, le pas correct, c'est ça qui dirigeait ma vie. Puis ça a été vraiment des grosses prises de conscience. Puis j'ai commencé même avec les enfants, s'ils n'avaient pas faim, OK, vous mangerez quand vous avez faim, je vais le mettre dans le frigo, vous irez manger quand vous avez faim. Puis avant ça, c'était interdit de manger entre les repas. C'était au repas qu'il fallait qu'ils mangent. Et puis, même là, les enfants me disaient, je sais pas ce que tu fais, maman, là, mais arrête pas, hein, parce que c'est beaucoup plus agréable à vivre avec. Et puis moi, ben, j'avais plein des bobos, hein, bon, mal de dos, mal aux jambes, un peu de rhumatisme, des crises de fouet, mal à la gorge. Ben, tout le monde avait ça dans ma famille, fait que je trouvais ça normal. Puis tout à coup, tous mes problèmes de santé ont commencé à partir. Puis là, je dis, ah, il y a certainement un lien avec ce que je fais, ma nouvelle façon de vivre, là, que je trouvais beaucoup plus légère, moins contrôlée, moins rigide. Euh, Et plus à et l'écoute de tes propres besoins, c'est ça, le mm, passage du contrôle à l'écoute de ses vrais c'est ça. besoins. Ouais. Puis les malaises sont partis, donc ça a été une autre révélation dans ma vie. Puis c'est après ça que tout à coup, j'étais dans une grande convention de fin d'année là, dans la compagnie pour qui je travaillais. Et puis, genre, c'était le dernier, le bal là, de finition. Puis là, un œil une bactérie dans mon œil j'ai été obligée de quitter. Puis même, pour en revenir chez nous, on avait 500 km d'auto à faire. Je n'ai pas pu conduire mon auto, il a fallu qu'on conduise mon auto. J'ai manqué perdre mon œil complètement. Puis, tu sais, je me disais tout le temps, parce que là, j'avais commencé à faire les liens entre la maladie. C'est quoi je veux pas voir? Puis, je savais pas ce que c'était. Et puis, c'est quand je suis sortie de l'hôpital, là, la cornée avait tout été mangée. C'est vraiment. Si j'étais arrivée à l'hôpital le lendemain, il dit je perdais mon œil au complet. Puis, ils ont réussi à arrêter la bactérie. Mais là, le médecin a dit, ben, retournez chez vous, puis dans 6 mois, vous reviendrez me voir, il m'a donné un rendez-vous, puis là, on va vous faire une transplantation de la cornée. Fait que là, je voyais juste d'un œil. Et puis, c'est pendant ma convalescence là, que tout à coup, j'ai fait un rêve où je me voyais entrer devant une grande salle, à peu près 1000 personnes dans un hôtel, en train d'enseigner tout ce que je venais d'apprendre depuis que je fais la responsabilité, les malaises et maladies, sur le poids, tu sais, parce que j'avais tout, moi, en mangeant juste quand j'avais faim, puisque j'avais envie de manger, j'ai perdu tous les 15 kilos que j'avais en trop sont partis. Et puis, fait que là, je m'ai vue en train d'enseigner ça. Puis, alors, quand je me suis réveillée, j'ai dit, c'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux faire. Là, j'ai su que c'était ça que mon corps me disait, que je ne voulais pas voir, que là, j'avais fini ma carrière de vente, puis il fallait que je passe à autre chose. Et puis, fait que quand j'ai vu ça, là, j'étais tellement confiante, je dis, bon, j'ai plus besoin des médicaments du docteur, j'ai tout jeté ces médicaments, puis
Mon corps a tout refait la corne. Ça, je me suis guérie toute seule. Pourquoi tu penses que ce livre a... Est-ce que tu as une idée pourquoi ce livre a un tel impact? Est-ce que tu pensais qu'il aurait un tel impact? Est-ce que ça... Oh, non, non, oh, non. Je suis toujours surprise de tout ce qui m'arrive parce que c'est toujours comme la première fois quand tout à coup, je me suis retrouvée numéro un. Tu sais, j'ai travaillé pour 3 compagnies de vente, puis les 2 autres après Tupper West, la même affaire. Tout à coup, je me suis retrouvée numéro un au Canada. C'est toujours, tu sais. Puis là, maintenant, écoute, encore, l'école de croissance personnelle numéro un dans le monde français. Tu sais, ça se fait tout seul. Peut-être parce que je le fais pas pour être numéro un, mais je suis contente parce que moi, ça me dit, dans le fond, ça prouve que c'est bon, ça aide les gens. Puis moi, je suis juste heureuse que ça aide beaucoup des gens. Puis, parce que j'ai toujours été généreuse aussi avec mon enseignement parce que vraiment, moi, je veux juste aider monsieur, madame, tout le monde. Comme toutes les personnes qui viennent faire des ateliers chez nous, s'ils veulent utiliser toutes mes méthodes, mes outils pour aider d'autres personnes, tu sais, n'importe qui peut les utiliser, c'est là pour ça, tu sais, ça ne m'enlève rien. Même quand j'étais dans Tupperware, des fois, mon mari il me disait, mais pourquoi tu dis tous tes secrets? Parce que moi, avec ma tête à synthèse, j'avais créé des nouvelles sortes de présentations à domicile qui faisaient que ça allait encore mieux. Puis quand on allait aux réunions, la directrice, elle m'invitait à aller en avant pour parler aux gens de ce que je faisais pour avoir un si gros chef d'affaires. Puis bon, je leur disais toutes les affaires que j'avais découvertes. Puis là, mon mari, il disait, ben dis-le pas, dis pas tes secrets. Je dis, mais ça m'enlève rien. Eux autres, ils vont juste en faire plus, mais moi, je vais continuer à faire ce que je fais. Pourquoi je ne les partagerais pas? Fait que j'ai toujours été comme ça, puis je pense que ça doit être pour ça que je suis prête à donner, puis je reçois un retour. Ah, merci beaucoup. Merci d'avoir suivi ce numéro de dialogue. Vous pourrez voir le second épisode dans 15 jours où j'aborderai avec Lise comment on guérit les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. On abordera la question de l'acceptation et pourquoi l'acceptation, ça ne veut pas dire être d'accord, le sens de l'ego et la manière tout à fait singulière qu'elle a de le définir, et la responsabilité. Si vous voulez ne manquer aucun épisode, abonnez-vous à ma chaîne. D'extraordinaires surprises vous attendent dans les semaines à venir.